C'est toujours un plaisir pour un chercheur de présenter son domaine de recherche. Et le plaisir est décuplé lorsque c'est dans une enceinte aussi prestigieuse. Donc je tenais à remercier très chaleureusement Marc pour m'offrir cette opportunité. Donc, sur cette première image, vous avez des informations. Tout d'abord, le point d'interrogation dans le titre, c'est-à-dire que je vais commencer par dire des choses qui sont l'état de l'art de la science et ensuite aller vers des questions plus spéculatives. Vous avez aussi une excellente question parce que je passe à peu près un tiers de mon exposé à tenter d'y répondre. Comment se fait le transfert directement entre une cellule et une électrode? Mais je suis plutôt du côté de l'anode. Mes exemples sont plutôt du côté de l'anode. Et puis, comme l'a dit Marc, je ne suis pas chimiste, je ne suis pas microbiologiste, je ne suis pas physico-chimiste, je suis essentiellement un ingénieur qui travaille dans un laboratoire d'ingénierie. Donc, vous allez le voir, et il l'a dit tout à fait au début de son exposé, j'ai aussi un exemple de continuum entre la technologie et puis la recherche fondamentale, puisque dans ce cas, dans mon histoire, ce sont vraiment des questionnements très technologiques, c'est produire de l'énergie, qui ont amené les microbiologistes à réfléchir et à peut-être découvrir un mode de vie des micro-organismes qu'ils ne suspectaient pas auparavant. Donc là, c'est un peu la technologie qui est venue poser des questions et donner des réponses à des gens qui ont ensuite travaillé sur le fondamental. Comme l'a dit Marc aussi, ce sont des sujets aux frontières, aux interfaces, des sujets multidisciplinaires. Donc on travaille avec des collègues de diverses formations, des biologistes. On doit aussi travailler en réseau. Vous voyez par exemple là, au niveau de mes partenaires, le CEA de Saclay avait des experts en matériaux, le CEA de Cadarache avait des experts en écologie microbienne, donc il faut savoir faire le grand écart. Et puis bien sûr, il faut aller à la recherche de soutien financier. Donc, il faut aussi savoir les remercier, comme la Commission européenne, l'Agence nationale de la recherche et le CNRS, parce que dans mon équipe, là, sur 5 personnels permanents, nous sommes 4 personnels du CNRS. Alors, tout d'abord, quelques bases rapidement pour être sûr que nous parlons tous, afin que je parle et que vous écoutez, qu'on comprend à peu près la même chose sur les piles à combustible. Alors, en dehors de tout micro-organisme, une pile à combustible pure et dure, hydrogène-oxygène, une pile chimique, c'est un combustible, ici de l'hydrogène, un comburant, l'oxygène, et deux électrodes, une anode, une cathode. Bon, c'est peut-être un peu caricatural pour vous, mais rapidement, l'hydrogène s'oxyde, donne des électrons dans le circuit électrique. De l'autre côté, l'oxygène se réduit et tire les électrons du circuit électrique. Pour que cette réaction aille rapidement, il faut, ça vous le savez, des catalyseurs qui sont chers à base de platine, par exemple. Donc on essaie d'en mettre le moins possible, mais ça reste un problème. Rapidement toujours, donc je vais parler là, de piles à combustible en y introduisant des micro-organismes. Il faut savoir que le courant, c'est un flux d'électrons, il est donc proportionnel à la surface d'électrode, c'est pour ça que l'on parle en densité de courant, c'est-à-dire qu'on ramène le courant à la surface de l'électrode. Les réactions électrochimiques donc, forcent la circulation des électrons, donc là on produit directement de l'énergie électrique à partir de réactions chimiques. Si on veut être un peu plus savant, on peut dire la même chose en disant qu'il y a deux demi-réactions, l'oxydation de l'hydrogène, la réduction de l'oxygène sur chacune des électrodes, et que le bilan donne une réaction avec une variation d'enthalpie libre qui est négative, c'est-à-dire que la réaction est spontanée. Et pour nous, les gens d'ingénierie, ce qui nous intéresse, c'est la puissance produite en watts, qui est le produit de la différence de potentiel par l'intensité. Pour la différence de potentiel, on est de toute façon limité par la thermodynamique. Lorsqu'on a choisi le combustible et le comburant, la thermo nous dit qu'on ne dépassera pas une certaine valeur. Dans ce cas, c'est les fameux 1,23 volts. Donc on peut au maximum arriver proche du seuil thermodynamique. Par contre, sur l'intensité ou la densité de courant, on a beaucoup moins de limites. Donc vous m'entendrez beaucoup parler d'augmentation de l'intensité parce que c'est sur ce paramètre-là que l'on a le plus de possibilités d'amélioration pour arriver à des puissances importantes. Bon, là, c'était pour vous le dernier effort de la journée, de la matinée. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Et cette histoire, elle commence en 2001-2002. Alors, ce sont des ingénieurs qui savent faire dans le New Jersey. Ce sont des ingénieurs du Massachusetts, d'un laboratoire de la Naval Research. Et ils sont au bord d'un estuaire en train de faire des trous dans les sédiments
pour mettre au fond des sédiments une électrode en carbone, donc il n'y a pas de catalyseur dessus, c'est un matériau peu cher, et une autre électrode qui est dans l'eau qui contient un peu d'oxygène dissous, 0,24 millimolaire dans des conditions de température de 25 degrés, et bien sûr un fil électrique qui relie les deux, non pas une ampoule comme ici, mais un millivoltmètre. Et ce qu'il se disait au départ, c'est qu'il y a de l'oxygène ici dans l'eau, donc il va bien y avoir un peu de réduction, même très lente, de l'oxygène sur la cathode, qu'il va y avoir. Par contre, il n'y a pas d'oxygène dans les sédiments. Au bout de quelques dizaines de centimètres, ils sont anaérobies. Par contre, il y a des composés organiques. Donc, ces composés organiques vont bien arriver à s'oxyder un peu et à donner des électrons. Et là, maintenant, vous reconnaissez le schéma d'une pile à combustible. Donc, ils espéraient comme ça tirer un petit peu de courant, des gradients de concentration entre proche de la surface, l'eau, et dans les profondeurs des sédiments. Et effectivement, ils avaient des petits courants, très petits courants. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'au bout de quelques jours, ici vous voyez 2 jours, le courant s'est mis à croître. Donc ça, pour un électrochimiste, c'est très 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 rare, parce que comme le disait tout à l'heure Marc, l'électrochimiste, il met ses catalyseurs sur l'électrode, il a des processus sophistiqués pour avoir les électrodes les plus efficaces possibles, et puis il les fait fonctionner pendant quelques heures, s'il a de la chance quelques jours, ou s'il a de la chance ou du talent. Et puis, le courant, petit à petit, diminue parce que le catalyseur se dissocie de l'électrode, ou il s'inhibe, ou l'électrode est polluée. Là, c'est tout à fait le contraire. Il n'y a rien à faire, et le courant croît. Et donc là, le coup de génie de ces gens-là était de dire, si le courant croît, c'est parce qu'il y a des micro-organismes qui forment un biofilm à la surface de l'électrode, naturellement, sans avoir à mettre le micro-organisme sur la surface. On est dans un environnement ouvert. Et c'est ce biofilm microbien qui va catalyser la réaction d'oxydation des composés organiques et donc être de plus en plus efficace pour injecter des électrons dans le circuit. Et c'est à peu près en 2002 donc, que le terme de pile de microbial fuel cell, c'est-à-dire pile à combustible microbienne, a été lancé. Bon, si on regarde après dans la bibliothèque, en fait, il y a eu un article d'un Coréen en 1999 qui disait un peu la même chose, mais qui n'a pas eu l'impact qu'ont eu les articles dans Nature Biotechnology et Science. Il y avait aussi le terme de pile microbienne dans un article en 1970, et on peut remonter comme ça jusqu'en 1914, mais c'est vraiment en 2002 que les gens ont dit oui, c'est un biofilm microbien qui fait comme ça une catalyse d'oxydation de composés organiques. Alors vous voyez une pile, ça c'est une pile microbienne, c'est extrêmement simple puisque ça c'était un schéma qu'il y a eu en 2006. C'est simplement un disque de carbone qu'on va maintenir dans les sédiments, un disque de carbone qu'on maintient à la surface, une structure plastique, là un petit appareil électronique qui est alimenté simplement grâce à cette pile. Donc c'est pas cher, il n'y a pas de catalyseur sur la surface des électrodes, c'est le micro-organisme qui fait le catalyseur. C'est rustique et les scientifiques ne sont pas dénués d'humour. Vous voyez, ils ont appelé ça un bug, c'est-à-dire un benthic unattended. Ce qui est important là, c'est unattended, c'est-à-dire que ça n'a pas besoin de maintenance, on le laisse et ça marche tout seul pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Alors il y a eu, qu'est-ce qu'un biofilm? Donc ce fameux biofilm qui se développe tout seul, ça c'est important, ce sont vraiment des structures. Là, vous voyez, en microscopie électronique à balayage, donc, ces échantillons ont subi un traitement, donc ils sont un peu déformés par rapport à la réalité. Les traitements ont tendance à figer un peu les structures. Là, ce sont des structures plutôt de type gel, molle. Mais vous voyez ici autour d'un fil qui fait environ 50 microns de diamètre, tout ceci, c'est un biofilm qui s'est formé naturellement. Là, vous êtes au cœur également d'un biofilm. Le micro-organisme, c'est à peu près une cellule de quelques microns, 1-2 microns pour nos bactéries, les bactéries avec lesquelles on travaille habituellement. Et ce sont ces micro-organismes qui ont excrété des polymères, qui ont excrété des protéines et qui ont fait ces structures, cette espèce de glu qui les maintient figés sur la surface. Alors, ce ne sont pas des couches stupides amassées sur la surface. Un biofilm, c'est une auto-organisation des micro-organismes. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, des microbiologistes. Vous voyez, par exemple, ça, c'est un biofilm que nous avons obtenu au laboratoire sur une surface en acier. La surface en acier serait ici en verre. Et ce biofilm, il est comme supporté par des piliers. Et en fait, c'est une structure qui, hydrodynamiquement, est assez astucieuse parce qu'elle permet au biofilm d'avoir des apports de nutriments en surface, mais aussi par-dessous,
puisqu'on a de la circulation de solution sous le biofilm. Donc ça, ce sont des structures qui sont le fruit d'échanges d'informations chimiques entre les micro-organismes. Ça ne se fait pas par hasard. Bon, là, vous avez exactement la même vision, mais par-dessous, où on voit ici les piliers qui sont sur la surface. Donc ça, c'est extrêmement bien parce que le chercheur n'a rien à faire pour que ça se crée. Par contre, c'est extrêmement mal parce qu'on a très peu de leviers pour arriver à maîtriser ces biofilms. On a très peu de leviers pour faire ce qu'on voudrait faire. On est relativement contemplatif. Donc, très tôt, les gens se sont enthousiasmés sur ces piles à combustible microbiennes en disant, mais voilà, on a une nouvelle voie alternative de production d'énergie, puisque à partir de composés organiques, on va faire directement de l'énergie électrique. Le biofilm se forme tout seul, donc c'est le catalyseur qui ne coûte rien, puisque vous mettez l'anode dans des sédiments. Très tôt, si on les a mis dans des stations d'épuration, c'est-à-dire les stations qui traitent les effluents urbains, qui sont riches en matière organique et riches en micro-organismes, et le même phénomène se produit, on a des biofilms électroactifs qui se forment. On va utiliser non plus de l'hydrogène qui coûte cher, que l'on doit avoir très pur, parce qu'un des problèmes des catalyseurs métalliques, c'est aussi qu'ils sont très sensibles à l'inhibition par des composés organiques, par exemple, par du CO, du monoxyde de carbone, par exemple. Ici, bien, c'est de la matière organique qu'il y a dans des sédiments, de la matière organique qu'il y a dans des stations d'épuration. Donc, on utilise des choses à bas coût, on n'a pas besoin de les purifier. Et les Américains, qui sont toujours très forts en communication, ont inventé le slogan « From waste to power ». Ensuite, on s'est aperçu que, puisqu'on oxydait de la matière organique, lorsqu'on installait une pile microbienne dans des effluents, on pouvait en fait renouveler les technologies, les procédés de traitement des effluents, puisqu'on active la consommation de la matière organique. Donc, c'est des stratégies gagnant-gagnant. On traite les effluents, on produit de l'énergie électrique. Et ensuite, on s'est aperçu qu'on pouvait aussi inverser la pile, faire de l'électrolyse, donc de la production d'hydrogène, de l'électrosynthèse. Donc au départ, vers 2000, on pensait pile, parce que ce sont des gens, des technologues qui cherchaient à faire un peu de courant, qui ont trouvé ça. Et je pense que l'électrosynthèse, c'était plutôt vers 2005 qu'on a pensé à inverser la pile pour faire de l'électrosynthèse, comme a présenté Marc Fontecave, de la récupération de métaux, de l'électrodialyse, etc., etc. Donc de nombreuses technologies associées. Donc j'avais focalisé mon exposé sur la pile, donc je vais continuer comme ça. Les applications, donc au début on était un peu dithyrambique, après on s'est dit bon, peut-être qu'en couplant la pile avec le traitement d'effluents, c'est mieux parce qu'on produit un peu d'électricité, pas trop, et on traite les effluents. Après on s'est dit on va peut-être faire des choses à échelle moins élevée, des domopiles, du genre vous mettez au fond de votre garage la pile, et puis avec des déchets ménagers, vous allez faire l'électricité nécessaire à la maison. Bon, on s'est aperçu que c'était quand même assez difficile de faire ça. Et puis maintenant, on se dit que la pile, ces piles microbiennes seront peut-être à moyen ou court terme disponibles plutôt pour l'alimentation de capteurs. C'est-à-dire qu'elles arrivent à produire de petites puissances, mais on a encore beaucoup de mal pour extrapoler à de grandes puissances. Quelques exemples d'applications actuelles, c'est-à-dire qu'est-ce qui se fait actuellement, réellement, concrètement, au moins dans les laboratoires avec des piles microbiennes. Alors ça, c'était il y a quelques années, c'était la dernière version d'une pile benthique, c'est-à-dire une pile qu'on met dans les sédiments. Vous voyez qu'il y a une bouée où on va mettre l'instrument d'électronique alimenté, et ici, il y a 6 modules qui vont au fond. Ici, vous avez un module, et cette espèce de peigne, ce sont en fait les anodes qui vont être enfouies dans les sédiments. Sur le côté, là, l'espèce de petite brosse, c'est la cathode. Et comme on a très rapidement vu que la cathode était limitante, c'est-à-dire que c'est elle qui fonctionne le moins rapidement, donc c'est elle qui va limiter le flux d'électrons dans le circuit électrique, mais on essaie de la mettre le plus proche possible de la surface, parce que c'est en surface qu'il y a la concentration d'oxygène la plus élevée, donc elle est reliée à une bouée. Alors vous voyez, avec un instrument tel que celui-là, en 2008, il fallait 16 kg pour faire 36 milliwatts. Bon, une ampoule électrique, même de faible consommation, c'est autour de 30 watts. C'est-à-dire qu'il faudrait à peu près 16 tonnes de ce
instrument-là pour alimenter une ampoule. C'est ce qui a conduit les gens à être à peu près plus modestes sur les applications des piles microbiennes. On a tout de même progressé, parce que vous voyez qu'en 2011, on faisait 25 milliwatts, là, avec 0,2 m² d'anode et une cathode de 1,2 m². Donc toujours, le problème, c'est la cathode qui limite, donc on s'en tire un peu en mettant une cathode beaucoup plus grande. Une des solutions est arrivée de l'université de Penn State, avec le professeur Logan, qui a dit, puisque la cathode est limitante, on va faire des cathodes à air. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, c'est une pile aussi, avec la solution à l'intérieur. Et ici, on a une cathode dont une des faces est exposée à l'air. Le principe est ici. Il y a des couches hydrophobes et un catalyseur au platine dans la cathode, et ces couches hydrophobes retiennent la solution. Par contre, elles laissent transpirer l'oxygène qui vient ici au niveau du catalyseur. Donc, grâce à ces cathodes à air, on a un peu augmenté les puissances, et c'est pratiquement sur ce genre de petites piles, vous voyez, d'autour de 30 millilitres, que sont faits la moitié des études qui sont reportées dans la bibliographie sur les biofilms électroactifs. C'est fait avec ce genre de piles. Ça a vraiment boosté les recherches parce que lorsqu'on a la cathode, bon, c'est une technologie relativement complexe, mais ça peut s'acheter dans le commerce. Lorsqu'on a la cathode, c'est extrêmement facile de faire ce genre de piles. C'est facile de mesurer ensuite un courant et d'étudier ainsi la formation des biofilms grâce au courant que l'on mesure dans le circuit. Très rapidement, on s'est aperçu aussi que l'un des meilleurs substrats, c'était l'acétate, dont je vous parlerai souvent d'oxydation de l'acétate à l'anode. Voilà, donc une pile qui est quand même relativement de petit volume. Après 2 ou 3 applications amusantes, ce sont nos collègues de Bristol qui ont réussi à faire un robot. Bon, ce n'est pas un humanoïde, ça ressemble plutôt à un aspirateur autonome, mais ce machin-là, bon, ce robot, est capable de se déplacer uniquement avec l'énergie d'insectes. Alors, vous voyez, c'est encore petit, il faut beaucoup de piles pour le faire avancer, mais conceptuellement, c'est amusant de penser qu'on peut produire un mouvement simplement à partir d'insectes. Et bon, ils précisent qu'ils sont morts dans la publication pour ne pas avoir de problème d'éthique. Les mêmes qui font certainement les choses les plus appliquées ont montré qu'on pouvait là recharger un vrai téléphone cellulaire, mobile, avec de l'urine. Bon, alors ça fait sourire, mais il y a des applications au niveau de l'armée, par exemple. Il faut savoir que le soldat moderne a dans son barda plusieurs kilos de batterie, parce qu'il doit être à tout moment capable d'être connecté, de donner sa position, de faire fonctionner son GPS. Et donc, pour le soldat en SOS qui n'aurait plus de batterie, il y a peut-être des solutions rapides pour avoir un peu d'énergie, au moins pour lancer un SOS. Il y a aussi on pense à des toilettes autonomes. Bon. Vous voyez, au niveau des applications, on est quand même assez avancé sur des petites niches qui sont amusantes ou qui ont des applications plus intéressantes, mais la pile microbienne, c'est quelque chose qui est prêt à fonctionner sur des petites puissances. Après, il y a des gens qui se sont dit, tiens, c'est facile à faire, ça se fait tout seul, le micro-organisme fait le travail pour nous, vite, faisons des choses très grandes. Ils ont fait ça en Australie. Alors là, c'est une pile microbienne de 3 mètres de haut. Et ce que dit le rapport ici, c'était en 2010, il dit qu'en fait, on ne l'a jamais vu fonctionner. Et pour nous qui sommes, ça nous a fait sourire, parfois on est content du malheur des autres, mais pour nous qui sommes un laboratoire d'ingénierie, on sait que ce n'est pas à partir d'une petite manip de labo qu'on va grandir avec des règles de 3 qu'on arrive à faire un procédé. Et ça démontre en fait que sur ce qui est catalyse par des micro-organismes de réaction électrochimique, on n'a pas encore les lois d'ingénierie qui nous permettent d'extrapoler. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail d'ingénierie, de recherche en ingénierie, pour arriver à faire des systèmes qui soient aussi grands mais qui soient efficaces. Alors voici, ça c'était un rapport de 2009, c'est l'évolution des puissances, des densités de puissance, vous voyez, ce sont des milliwatts par mètre carré, en fonction des années. Alors c'est une échelle logarithmique, donc cette croissance du début, qui enthousiasmait les gens, c'est en fait une croissance exponentielle des puissances. Et vous voyez qu'on a comme une asymptote. Et si on progresse, qu'on aille jusqu'en 2015, eh bien on est toujours autour de 7-8 watts par mètre carré. Donc là, pour notre ampoule de 30 watts, il faudrait à peu près 4 mètres carrés en l'état actuel des connaissances. Et ce qu'on ne sait pas, c'est si cette asymptote ici
de 8 watts par mètre carré, est-ce que ça correspond vraiment à une limite infranchissable ou est-ce que c'est simplement des problèmes, des verrous que l'on pourra lever? Donc ça, je vais essayer d'aller un peu plus avant sur ce problème-là, sur cette question. Oui, toujours pour vous persuader que l'ingénierie, c'est utile et que nous avons de vrais problèmes à aborder. Vous voyez, c'était une publication qui a été faite en août 2013 et les gens disaient, oui, on est très très content, on arrive à faire 2 watts par mètre carré. Je vous ai dit que le max, c'était 8 watts. Mais eux, ils disent, attention, nous, on fait 2 watts, mais on a un volume qui est plus grand que 100 millilitres. C'est-à-dire que pour passer des 30 millilitres auxquels on travaille habituellement, avec lesquels on fait 8 watts, vous voyez, dès qu'on passe à 100 millilitres, le max il tombe à 2 watts. Donc il y a vraiment un problème. Dès qu'on augmente l'échelle, on perd en puissance. Donc là, il y a vraiment un problème pour les ingénieurs et l'ingénierie. Alors, quelque chose qui vous intéresse davantage, sans doute, c'est de voir comment ça marche. Comment les micro-organismes arrivent à catalyser comme ça un transfert d'électrons, à catalyser une oxydation et à passer les électrons dans un circuit électrique. Donc très tôt, les gens ont vu que les micro-organismes ils arrivaient à se coller à l'électrode, ça on le sait, et ils ont identifié des cytochromes, comme disait tout à l'heure le professeur Fontecave, des cytochromes qui sont dans la membrane extracellulaire et qui font le transfert d'électrons vers l'électrode. Donc ça déjà c'est un peu une surprise parce qu'un micro-organisme en gros, enfin, pour ceux qui nous intéressent, qui sont surtout des grammes négatifs, ce sont les plus efficaces pour l'électroactivité. C'est une membrane qui est constituée de 2 couches phospholipidiques, des bicouches phospholipidiques, entre le cytoplasme. Et donc, pour que les électrons qui sont produits par les mécanismes enzymatiques au niveau du cytoplasme traversent, il faut qu'ils traversent donc 4 couches de phospholipides qui ne sont pas conducteurs, et il faut qu'ils traversent le cytoplasme. Donc là, les microbiologistes se sont mis vraiment au travail, et très tôt, vous voyez, vers 2007, ils ont démontré que, là, le micro-organisme est tourné dans l'autre sens, l'anode est ici, la surface de l'électrode, ici, c'est le centre, le cytoplasme, le centre du micro-organisme, les 2 couches de phospholipides, le périplasme, entre les deux. Eh bien, ils ont dit qu'il y avait un certain nombre les OMC, ce sont des Outer Membrane Cytochromes, donc des cytochromes extracellulaires, avec d'autres composés redox, des quinones, une déhydrogénase, vous voyez, qui fait le relais avec le nicotine, adénine, dinucléotide. Donc il y a vraiment tout un arsenal de molécules redox qui permettent à l'électron de passer du cytoplasme vers l'électrode. Donc il y a une stratégie réelle de la nature pour que les micro-organismes sachent transférer des électrons vers les électrodes. Alors, vous voyez aisément qu'avec cette hypothèse-là, il n'y a que les micro-organismes qui sont collés à l'électrode et qui vont pouvoir transférer des électrons. Or, les chercheurs se sont rendus compte qu'en fait, lorsque le biofilm s'épaississait, s'éloignait de l'électrode, eh les micro-organismes très loin de l'électrode, enfin très loin, c'est quelques dizaines, plusieurs dizaines de microns, puisque là, la dimension, c'est à peu près 1 à 2 microns. Donc, ils ont vu que les micro-organismes éloignés de l'électrode arrivaient aussi à transférer des électrons vers l'électrode. Donc, il y a d'autres mécanismes. Alors, les autres mécanismes en particulier, c'est que certains micro-organismes savent produire et ensuite produire et mettre dans le biofilm des molécules redox, des médiateurs redox. C'est-à-dire que le médiateur redox, il prend un électron dans la cellule, il va vers l'électrode, il s'oxyde à l'électrode et donne l'électron, et puis il revient à la cellule prendre un autre électron. C'est un véritable médiateur redox, une navette électrochimique. Et qui sont vraiment produits, on ne les ajoute pas dans le milieu, ils sont produits par les micro-organismes. Et là, je vais prendre quelques instants pour vous commenter un travail de collègues de l'université de Gand qui travaillent là-dessus, où ils ont fait un laboratoire, une co-culture avec 2 micro-organismes. L'un, c'est un pseudomonas. Ici, c'est le vert. Le pseudomonas, il arrive à oxyder l'acétate en CO2 et il produit un médiateur redox, il y a une phénazine. Donc, cette phénazine, elle joue le rôle de relais d'électrons avec la solution. Et ils ont démontré que l'autre micro-organisme qui était dans la culture, qui est un micro-organisme de type Brevibacillus, lui n'est pas capable de produire la phénazine. Il n'est pas capable de produire le médiateur. Par contre, il contribue à la production de courant parce qu'il utilise le médiateur qui est produit par l'autre.
Donc là, il y a des effets de synergie, il y a des effets de coopération entre les micro-organismes. L'un produit le médiateur et l'autre utilise le médiateur produit. Et c'est un mécanisme encore plus sophistiqué, à mon sens encore plus beau, c'est que ça coûte de l'énergie, ça coûte du temps à la cellule de produire une molécule qui va ensuite être relarguée vers l'extérieur. Si cette molécule sort du biofilm et va en solution, elle est perdue. Alors si elle transfère qu'un ou deux électrons et puis qu'elle sorte du biofilm, le micro-organisme n'y tiendra pas à fabriquer en continu ce médiateur. Donc cette molécule, elle est hydrophobe. Donc étant hydrophobe, elle va rester un peu coincée à la surface, elle n'a aucune raison d'aller en solution. Et le micro-organisme en plus, il produit des tensioactifs, un tensioactif qui permet de solubiliser le médiateur au sein du biofilm. C'est-à-dire que vous voyez là aussi, ce n'est pas un hasard, il y a vraiment des stratégies sophistiquées qui permettent aux micro-organismes, en réseau, avec des espèces différentes, d'avoir des systèmes tout à fait sophistiqués et efficaces qui permettent de transférer des électrons vers une électrode. Ensuite, le troisième mécanisme qui a été découvert vers 2005, c'est peut-être le plus connu dans ce domaine, c'est les fameux pili conducteurs. C'est-à-dire qu'on sait qu'un micro-organisme produit des sortes de cheveux, des pilis. Vous voyez là, c'est une sorte de pili qui ont différentes fonctions. Les microbiologistes connaissent ça. Ces pilis, vous voyez, typiquement, ils ont quelques nanomètres de diamètre et jusqu'à 20 microns de long, donc ils sont 1000 fois plus longs que la taille de leur diamètre, donc ce sont vraiment des cheveux. Et en 2005, des gens ont démontré que ces pilis, certaines de ces pilis, en particulier ceux produits par Geobacter sulfuredescens, étaient conducteurs. Alors cette manip, ils l'ont faite en mettant des pointes de microscope à effet tunnel de part et d'autre d'un pili, et en démontrant que le courant qui passait à travers le pili en fonction de la différence de potentiel imposée entre les deux pointes, que ce courant faisait U égale RI, c'est-à-dire qu'il avait un comportement de type ohmique. Alors cette manipulation a été controversée, débattue, mais il semblerait bien que certains pilis soient conducteurs. Ici, une photo de pilis, vous voyez, prise au microscope à effet tunnel, où en fait, on voit que ces pilis ne sont pas des nanofils, mais pratiquement des nanocâbles. On dirait qu'ils sont vraiment constitués de plusieurs filaments. Et un phénomène intéressant, c'est que ces pilis, comme tout à l'heure les médiateurs, eh bien, ils peuvent relier des espèces différentes. Ce n'est pas une espèce qui fait ces pilis pour elle, mais il y a des pilis qui peuvent relier. Vous voyez ici, je ne vous donnerai pas les noms, mais ici vous voyez bien qu'il y a une cellule embâtonnée et l'autre une cellule plus différente. Donc, ce sont des pilis qui peuvent être interespèces. Alors là, on peut s'amuser à suivre un peu la polémique parce que la science n'est pas un long fleuve tranquille, c'est plutôt une sorte de combat. Vous voyez, ça, c'est un combat qui s'est déroulé à coups d'articles dans des revues aussi prestigieuses que Nature Nanotechnology ou Energy Environmental Science, le facteur d'impact est de l'ordre de 20, donc c'est quand même un très bon journal. Il y a des gens qui ont dit le pili, il est vraiment conducteur, au même titre pratiquement qu'un matériau métallique, c'est-à-dire que l'électron délocalisé va être transporté dans le pili. Il y a vraiment le transfert de l'électron au sein du pili. D'autres disent, mais de façon assez véhémente, non, les phénomènes expérimentaux sont mal interprétés, c'est une erreur. Et le transfert d'électrons, en fait, il se fait par électron opique, c'est-à-dire des sauts d'électrons entre des molécules de cytochrome. Et le pili n'est là que pour aligner les cytochromes. Il y en a un troisième. Alors ça, c'est une polémique entre la Naval Research et l'Université de Massachusetts. L'Université de Massachusetts qui dit que le pili est conducteur, et c'est plutôt la Naval Research avec Leonard Tender qui dit que c'est plutôt du électron opi. Un troisième, c'est le professeur Nielsen de l'Université de Aarhus au Danemark. Lui, en 2013, il tentait de mettre chaque combattant dans son coin en disant de toute façon, aucune des deux hypothèses n'est vraiment démontrée. Donc, souvenez-vous de son nom, Nielsen. Lui, il a dit aucune des deux hypothèses n'est vraiment démontrée. Récemment, en 2014, c'est l'université du Massachusetts qui donne, avec le professeur Loveley, qui donne un coup décisif, semble-t-il. Alors là, je ne serais pas capable de le commenter, c'est très loin de mon expertise à moi.
Ceci, c'est une photo reconstituée. Ce n'est pas un résultat brut, c'est plutôt de la communication scientifique qui dit voir, c'est croire. Et il dit avoir démontré de façon péremptoire, grâce à de la microscopie électrostatique, qu'il y a une conduction électrique vraiment dans les piliers. Et ensuite, Nielsen lui dit, mais dans Nature, c'était en 2012, lui, il dit, moi je fais encore plus fort parce que j'ai découvert une bactérie filamenteuse qui, elle, grâce à des filaments, peut transporter du courant sur pratiquement 1 cm. Donc ça, il y a eu un programme européen à la suite de cette publication de l'European Research Council sur ce concept de bactéries filamenteuses qui seraient capables de transporter du courant sur des distances de l'ordre du centimètre. Il y a eu la réponse, bien sûr, de l'Université du Massachusetts qui a dit non, ça c'est une erreur d'interprétation. En fait, le courant il est transporté par des particules conductrices qui sont contenues dans les sédiments parce que cette manip a été faite en sédiments. Donc vous voyez, ça c'était juste pour vous donner un peu, pour vous dire que dans la science, la science avance à coup aussi, parfois à coups de poing, mais ce sont des coups de poing donnés avec beaucoup d'élégance parce que ce sont des journaux de très très fort impact. Donc pour l'instant, vous voyez sur les piliers conducteurs, on semblerait dire qu'en fait sur Géobactère, ils sont plutôt conducteurs, alors que sur d'autres espèces, chez Oanella, c'est plutôt des cytochromes qui font le transfert. Donc suivant les espèces, on a peut-être les deux hypothèses qui sont valables. Mais c'est assez intéressant, là c'est loin de mon expertise, là ce sont vraiment des biologistes très fondamentaux et des experts qui se battent là-dessus, mais c'est assez intéressant de voir la science en marche, comment elle se fait. Alors donc, en résumé, on peut dire que les biofilms qui se forment sur nos électrodes sont de véritables réseaux de transfert d'électrons. Donc on est sûr qu'il y a du transfert direct sur les avec des cellules au contact de l'électrode. On est sûr qu'il y a de la conduction ou du électron hopping sur des piliers. On est sûr qu'il y a des médiateurs redox en solution. Tant et si bien que certains se sont dit, mais en fait, c'est peut-être un mode de vie qu'on vient de découvrir et qu'on ne spéculait pas, qu'on n'envisageait pas auparavant, qu'on ne suspectait pas auparavant, c'est que peut-être dans la nature, il y a beaucoup de biofilms comme ça, de biofilms, de micro-organismes qui vivent en étant connectés électrochimiquement. Donc là, on peut se poser la question, c'est pourquoi les micro-organismes développent-ils des réseaux comme ça de transfert d'électrons sur nos électrodes. Alors pourquoi la nature? Est-ce que la nature savait qu'un jour il y aurait des électrochimistes qui mettraient des micro-organismes sur les électrodes? Pourquoi? Donc, pour répondre à cette question, il faut prendre un peu de recul et essayer de répondre à une qui est guère plus simple, c'est savoir qu'est-ce que la vie? Donc, généralement, il y a un sourire quand je pose cette question-là à des étudiants ou à des doctorants. Alors, qu'est-ce que la vie? Si vous êtes dans une enceinte prestigieuse, vous direz que c'est peut-être penser, élever son niveau spirituel. Si vous êtes très terre-à-terre, vous direz que c'est manger, boire. Certains, un doctorant un jour me disait c'est la capacité de se reproduire. Je lui ai dit qu'à son âge, c'était normal qu'il pense à ça. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental auquel on ne pense pas, c'est respirer. Vivre, c'est respirer. Le bébé, lorsqu'il arrive à la vie, il se met à pleurer parce que l'oxygène rentre dans ses poumons et c'est le moment où il commence à vivre en dehors ex utéro. De la même façon, on dit qu'un homme rend son dernier souffle. Donc, on n'y pense pas, mais vivre, c'est respirer. Et respirer, pourquoi? Bien, respirer, vu par l'ingénieur, donc c'est de la biologie très caricaturale, c'est être capable de tirer de l'énergie de composés organiques. Donc là, c'est manger, c'est nécessaire, mais on peut stocker les composés organiques. Et ensuite, cette énergie, c'est un flux d'électrons qui, dans la cellule, c'est-à-dire dans le micro-organisme, mais aussi dans vos cellules, dans nos cellules, va donner de l'énergie aux différents systèmes métaboliques. Et en sortie, il faut extraire les électrons. Et on respire pour extraire les électrons, c'est-à-dire pour maintenir ce petit courant électrique. La vie, c'est un petit courant électrique, et si pendant quelques minutes, on n'est plus capable d'extraire les électrons à ce niveau, eh bien on meurt. Donc si les parcs ont un fil, c'est un fil électrique. Alors,
pour nous, c'est évident. L'oxygène arrive à nos poumons, on n'est pas en manque d'oxygène, donc c'est facile de réaliser cette extraction d'électrons. Par contre, les micro-organismes qui vivent dans des sédiments, dans des sols, ils ont développé d'autres stratégies qui sont parfaitement connues. Il y a des micro-organismes qui savent respirer des sulfates. C'est-à-dire que derrière respirer, il faut entendre évacuer des électrons. Donc il y a des micro-organismes qui savent évacuer des électrons en réduisant des sulfates, en réduisant des nitrates ou en réduisant des oxydes métalliques. Donc ça, on le sait. Et si on pense à des micro... Oui, et donc, l'électrochimiste autour de 2002 a trouvé que certains micro-organismes savaient utiliser certainement les mêmes stratégies pour évacuer des électrons sur des électrodes. Et on a vu le terme qui apparaissait de bactéries respirant des anodes. Et maintenant, si on se met à la place d'un micro-organisme qui est dans des sols, dans des sédiments, le micro-organisme il va consommer les nitrates, les sulfates, les particules métalliques qui sont autour de lui, et très rapidement, il ne va plus avoir de particules métalliques, de nitrates autour de lui. Donc si dans des sédiments, il n'y a pas de transfert rapide qui lui amène en continu ces accepteurs d'électrons, eh bien, il va mourir. Et donc on peut penser qu'en fait, ces systèmes de réseau d'échange d'électrons, ce sont des systèmes de respiration collective. C'est-à-dire que le micro-organisme va pouvoir extraire ces électrons dans le réseau, et ensuite, ce sont des micro-organismes qui, eux, ont une abondance dans leur environnement, une abondance d'accepteurs d'électrons, qui vont extraire tous les électrons du réseau. Donc, c'est une espèce de respiration collective. Donc ça, là, on est vraiment un peu dans la spéculation, mais tout ce que je vous ai dit avant sur les transferts, les différents modes de transfert, c'est de la science qui est sûre. Là, on est un peu sur pourquoi est-ce que les micro-organismes développent ça dans l'environnement. Et une des réponses qu'on a trouvées, ce serait que ce serait une sorte de mode de respiration collective. Alors, on peut aller peut-être encore un petit peu plus loin avec, si vous voyez, au niveau de la respiration, là, en fait, ce sont les micro-organismes qui extraient leurs électrons qui en tirent un bénéfice, puisqu'ils peuvent vivre en larguant les électrons dans le réseau. On est venu à penser qu'il y avait peut-être, alors là ça vient aussi du Massachusetts, qu'il y avait d'autres raisons de développer des réseaux de transfert d'électrons. Alors là c'est une manipulation qui s'est faite en laboratoire, c'est une co-culture de deux espèces, un Geobacter sulfureduscens et un Geobacter metalliridescens. L'un c'est utiliser l'éthanol comme métaboliser l'éthanol comme donneur d'électrons, et l'autre, c'est utiliser le fumarate comme accepteur d'électrons. Par contre, celui-ci, metalliridescens, n'est pas capable d'utiliser le fumarate comme accepteur d'électrons. Donc, il ne devrait rien se passer, si ce n'est qu'il y a une syntrophie qui se fait, qui est bien connue, c'est-à-dire que le premier produit de l'hydrogène et le second consomme de l'hydrogène, c'est-à-dire utilise l'hydrogène comme donneur d'électrons. Ça, c'est un process qui est bien connu. Et au Massachusetts, ils ont été assez astucieux en utilisant un géobactère dont ils avaient délété un gène qui produit l'hydrogénase. Donc ce micro-organisme ici génétiquement modifié n'est plus capable d'utiliser l'hydrogène. Et pourtant, ils ont remarqué, ils ont démontré que le transfert se faisait toujours, celui-ci était toujours capable de consommer l'éthanol et l'autre était resté capable de réduire le fumarate. Et ce transfert était proportionnel au nombre de cytochromes et à la densité des pili qu'il y avait dans le milieu parce qu'il se formait des agrégats dans le milieu. Donc ils ont dit, là on a peut-être un autre exemple de transfert d'électrons où il n'y a plus d'électrodes qui se passe vraiment dans la nature, qu'ils ont appelé des direct interspécies électron transfert et qui pourrait donc être relativement important. Donc là je vais essayer d'aller rapidement. Ils ont fait la même chose récemment en prenant les agrégats d'un méthaniseur. Donc là, vous voyez, on revient vers la technologie parce que dans les méthaniseurs, il se passe des choses aussi avec des espèces méthanogènes et des géobactères. Dans les méthaniseurs, il y a beaucoup de géobactères. Les espèces méthanogènes, elles vont réduire du CO2 et produire du méthane. Et ils ont démontré, en faisant une coculture qui mime les agrégats qu'on trouve dans un méthaniseur, qu'il pourrait y avoir dans les méthaniseurs exactement le même transfert d'électrons, c'est-à-dire du géobactère qui est capable d'utiliser des composés organiques
et qui va passer les électrons directement par un réseau de pili ou par un réseau de cytochrome à des méthanogènes qui font du CO2. Et donc ça, ils l'ont démontré en faisant par génie génétique une souche qui n'est pas capable de faire des pili. Et cette souche qui n'est pas capable de faire des pili, eh bien, elle n'est pas non plus capable de... Enfin, lorsqu'on utilise une souche qui n'est pas capable de faire des pili, on n'a plus de production de méthane. Et on n'a plus non plus de consommation d'éthanol. Donc là, on est vraiment aussi sur les fronts de la science qui se font, mais on commence à suspecter que ce que le technologue a vu, l'électrochimiste a vu sur ces électrodes, eh bien, c'est en fait des phénomènes fondamentaux qui ont lieu naturellement dans les rizières, par exemple, parce que les rizières sont des environnements très méthanogènes, où il y a aussi des géobactères, ou dans les méthaniseurs. Donc, ça, c'est démontré en labo, mais c'est encore au titre d'hypothèse. Et de la même façon, eh bien, en prenant des méthanogènes, des micro-organismes méthanogènes de rivière qu'on a cultivés avec de l'acétate de méthanol, on a vu qu'en rajoutant des oxydes de fer qui étaient semi-conducteurs, on augmentait la production de méthane, alors que lorsqu'on met des oxydes de fer non conducteurs, on ne modifie pas la production de méthane. Donc les gens ont dit peut-être que les particules métalliques sont capables de faire des transferts d'électrons aussi entre différentes espèces. Et là, il y a une sorte de syntropie électrique entre géobactères et les méthanogènes qui pourrait être médiée par des oxydes de fer, c'est-à-dire par des particules conductrices. Voilà, donc ça, c'est vraiment des hypothèses pour l'instant, mais ce sont des phénomènes qui sont démontrés en laboratoire. Il me reste combien de temps? Ok. Donc si on en revient aux électrodes, aux choses plus concrètes, disons que là, je vais essayer d'aller plus rapidement et de faire un peu comme si on feuilletait les pages d'un catalogue. Les ingénieurs, nous arrivons à faire des progrès sur la densité de courant au niveau des électrodes. Vous voyez, ça c'est en fonction des années, les densités de courant qui sont obtenues sur une anode. Donc là, ce n'est pas la pile dans son ensemble. On a, par les méthodes électrochimiques, isolé l'anode et on n'utilise que l'anode. On arrive à 60 ou 70 ampères par mètre carré. Alors c'est en fait en changeant la nature de l'électrode, de l'acier, du carbone, et surtout en changeant la structure de l'électrode, en utilisant des mousses, des électrodes complexes de façon à ce qu'il y ait le plus de biofilms possible. Et si je passerai sur les cinétiques, si on se compare un peu aux autres, sur des anodes totalement lisses, le maximum qu'on est arrivé à avoir, c'était 60 ampères par mètre carré, mais dans des conditions très, très spéciales, c'était sur des ultra-microélectrodes. En jouant sur des feutres, en jouant sur des mousses, on arrive à 80 ampères par mètre carré. Un collègue de l'université de Braunschweig est arrivé à 390 ampères par mètre carré en faisant des électrodes multicouches. On est encore loin des anodes qui sont sur les piles à combustible, hydrogène, les anodes chimiques qui sont à 10 000 ampères par mètre carré. Vous voyez, on peut dire qu'on en est loin. Par contre, un panneau photovoltaïque, c'est autour de 100 ampères par mètre carré. Donc, la technologie des anodes commence à être mature. Dans les labos, le panneau photovoltaïque fait ça de façon commerciale, mais dans les labos, on commence à voir que sur les anodes, on fait de très très gros progrès. Alors, la question qui reste, c'est que la puissance des piles reste faible, alors que les anodes sont tout à fait, en termes d'intensité, sont tout à fait efficaces. Donc la réponse, elle est facile à avoir, je vous l'ai en fait donnée tout à l'heure, ce sont les cathodes qui pêchent. Donc là, rapidement, c'est vraiment là, le cœur de ma recherche, c'est si la cathode pêche, c'est parce que ces anodes-là, elles travaillent essentiellement à pH neutre. On a de grosses difficultés pour avoir des anodes qui seraient efficaces à pH acide, alors que la catalyse de la réduction de l'oxygène, elle se fait très bien à pH acide, mais à pH neutre, les catalyseurs perdent une grande partie de leur capacité. Donc on a des problèmes de compatibilité de pH. On a aussi des problèmes simplement de biofouling, de salissure de l'anode. C'est-à-dire que pour que le micro-organisme se développe, il faut des milieux relativement riches, des sédiments, des stations d'épuration, enfin des milieux de stations d'épuration. Par contre, l'anode, elle, il faut plutôt des milieux propres. Elle va être inhibée par tout un tas de dépôts. Ça, c'est par exemple une photo d'une anode après 45 jours dans un effluent papetier, où la pile s'est petit à petit éteinte, eh bien parce qu'il y avait un dépôt qui, petit à petit, a complètement inhibé l'activité de l'anode.
Donc vous voyez, ça sont vraiment des problèmes technologiques, c'est-à-dire qu'on a des anodes très efficaces, des cathodes qui pourraient être efficaces, mais à des conditions de pH ou à des conditions de composition de milieu qui sont différentes de ce que nous impose l'anode. Donc il faut arriver à trouver des optimums. Et un autre problème, c'est que les milieux biologiques, généralement, ont des conductivités relativement faibles. Et pour faire de l'électrochimie, pour monter en puissance, pour monter en densité de courant, il faut des milieux qui ont de bonnes conductivités ioniques. Donc là aussi, on essaie de trouver des micro-organismes qui soient à l'autolérance, c'est-à-dire qui puissent marcher dans des milieux à forte conductivité ionique. Voilà, donc très rapidement, pardon, je reviens en arrière. Donc, il y a bien d'autres applications que la production d'électricité. J'en parlais un peu tout à l'heure. Plutôt que d'en parler, je vais vous le démontrer. Si on revient sur la pile, vous voyez, la pile, c'est une anode, une cathode de réduction de l'oxygène. Eh bien, simplement, si on change la cathode et qu'on fasse, par exemple, la réduction de l'eau pour produire de l'hydrogène, et dans ce cas, il faut fournir de l'énergie. Donc là, on a ce que l'on appelle maintenant une microbial electrolysis cell, c'est-à-dire une cellule d'électrolyse microbienne qui, en lui fournissant de l'énergie, va produire de l'hydrogène. Donc quel est l'intérêt d'utiliser ici une anode microbienne? Voilà. C'est que si vous utilisez ici une anode classique qui va faire l'oxydation de l'eau, eh bien il faut 1,23 volts au minimum, et tout à l'heure on parlait de 2,5 volts parce qu'il faut aller au-delà de ce minimum thermodynamique. Par contre, si on utilise des micro-organismes et qu'à la place de l'oxydation de l'eau, on place l'oxydation de l'acétate, eh bien la thermodynamique nous dit qu'il suffit de 0,24 volts. C'est-à-dire qu'on diminue par 5 la tension qui est nécessaire aux bornes de l'électrolyseur. Donc en faisant un saut un peu rapide, on peut dire qu'on diminue par 5 la puissance qu'on doit fournir à l'électrolyseur pour fabriquer la même quantité d'hydrogène par rapport à l'électrolyse de l'eau. C'est-à-dire qu'en gros, on diminue par 5 le coût de l'hydrogène si au lieu de faire l'oxydation classique de l'eau, on fait l'oxydation de l'acétate avec une cathode microbienne. Donc là-dessus, au niveau technologique, on est un peu plus avancé puisque vous voyez, on arrive ici à faire des électrolyseurs. C'est un électrolyseur qui est fait au laboratoire, qui travaille sous 1 volt. Alors ça, c'est amusant parce que c'est inférieur au seuil thermodynamique qu'on utiliserait pour l'oxydation de l'eau, parce qu'on ne fait pas l'oxydation de l'eau, on fait l'oxydation de l'acétate, avec des rendements énergétiques de 98% et des vitesses de production de 16 litres par jour. Et vous voyez que la densité de courant de la cathode, là on travaille avec une cathode qui fonctionne à 150 ampères par mètre carré. Les petits électrolyseurs commerciaux, ils fonctionnent autour de 300 ampères par mètre carré. Donc on est sur une technologie là, un électrolyseur microbien qui commence à devenir mature. Les cathodes microbiennes, donc là en quelques minutes, on a des cathodes microbiennes donc là, qui sont capables de prendre les électrons pour réduire l'oxygène. On commence à faire des piles qui sont à la fois microbiennes à l'anode et microbiennes à la cathode, mais le plus intéressant, bien sûr, c'est ce dont parlait le professeur Fontecave tout à l'heure, ce sont les cathodes microbiennes qui sont capables de réduire le CO2 pour faire de l'acétate, des alcools, des volatiles fatty acides, des acides gras volatiles et des biocommodités. Donc là, par contre, les mécanismes, encore, on n'en est pas sûr. Certains disent qu'il y a des cytochromes qui sont impliqués, des hydrogénases aussi. Ce n'est pas une anode qui fonctionne à l'envers. Les mécanismes ne sont pas identiques. Autant ils ont progressé, les microbiologistes, rapidement sur l'identification des méthodes et des chemins de transfert d'électrons, autant sur les cathodes, ça patine un peu. Alors certains disent, et certainement que ça existe, qu'il y a du transfert direct avec les micro-organismes qui sont adhérés sur les cathodes, en particulier avec des cytochromes, des hydrogénases membranaires, comme dans Ralstonia. D'autres disent en fait que c'est de la catalyse indirecte due à des EPS ou à des enzymes, c'est-à-dire que les micro-organismes produisent des enzymes qui sont retenues dans le biofilm, et ce seraient ces enzymes qui feraient la catalyse ensuite du transfert d'électrons. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a la catalyse simplement en 2 étapes, c'est-à-dire un procédé abiotique électrochimique qui produit de l'hydrogène et puis l'hydrogène qui est utilisé par des micro-organismes, par exemple homoacétogènes. Là-dessus,
rapidement, c'est une redite de ce qu'a démontré le professeur Fontecave tout à l'heure, c'est que si on met une cathode, bon, quelle que soit l'anode, là, si on met une cathode qui fait CO2 plus alcool acétate, c'est l'université, je crois, du Massachusetts qui a le premier introduit le terme de electrofuel. Si on met un panneau photovoltaïque, eh bien, on a un rendement global de fabrication de molécules d'intérêt à partir du CO2 qui est plus élevé que celui de la photosynthèse. Et vous voyez, avec ça, simplement avec ça, en 2010, ils ont réussi à lever 23 millions de dollars sur des projets qui sont uniquement 23 millions de dollars sur 13 projets uniquement centrés là-dessus. Donc c'est aussi pour démontrer la capacité des États-Unis à lever des fonds rapidement sur des sujets qui sont très très porteurs. Et un dernier exemple sur l'électrosynthèse microbienne, c'est un exemple qui sort du laboratoire, qui est beaucoup moins intéressant que les précédents, malheureusement, parce que là, nous utilisons une culture pure de Géobacter sulfurescens. On utilise CO2, mais aussi du fumarate. Donc, il faut lui fournir du fumarate au micro-organisme. Et dans ce cas, on arrive par un transfert direct à faire la transformation de CO2 plus fumarate en glycérol. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons des densités de courant de 20 à 30 ampères par mètre carré, qui est tout à fait stable sur plusieurs jours. On ne connaît pas la voie métabolique, ça, nous, on n'est pas des experts là-dessus, et on cherche à des collaborations là-dessus. Mais ce qui est encore plus amusant, c'est que ceci, c'est une photo par épifluorescence d'une électrode. Et vous voyez que le biofilm, en fait, les micro-organismes absorbés sur l'électrode, qui a permis de faire 20 à 30 ampères par mètre carré, il est très, très dispersé. Ce sont plutôt des espèces de colonies, ici. Le noir, c'est l'électrode en carbone, et il n'y a que là où c'est brillant qu'il y a les micro-organismes. Donc, si on ramène notre densité de courant par rapport à la surface couverte par les micro-organismes, puisque la surface noire ne travaille pas. Mais dans ce cas, on a des densités de courant par rapport aux surfaces couvertes de l'ordre de 280 ampères par mètre carré, donc ce qui est tout à fait encourageant pour ces systèmes d'électrosynthèse, où sur cet exemple-là, eh bien, on arrive localement à avoir des densités de courant relativement importantes qui seraient proches, là aussi, d'un procédé mature. Voilà, je terminerai par cet exemple qui est encourageant, et je vous remercie de votre attention.